Arrête de te faire appeler directrice générale de ta prétendue entreprise, a dit mon frère Antoine pendant le dîner. C'est embarrassant pour toute la famille. J'ai répondu, j'ai compris. La télévision derrière nous a annoncé, le reportage de ce soir, comment elle a bâti un empire de 3,9 milliards d'euros en 5 ans. Sa fourchette est tombée. Le bruit de la fourchette de mon frère Antoine frappant son assiette était le seul bruit dans le restaurant soudainement silencieux. J'ai regardé tous les visages à la table familiale Dubois se tourner vers la télévision accrochée au mur derrière moi. Leurs expressions sont passées d'une supériorité suffisante à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Ce soir, dans le rapport d'affaires de Challenge, a poursuivi la présentatrice, sa voix remplissant la coûteuse grilladerie, nous dressons le portrait de l'histoire à succès la plus secrète du secteur technologique. Léa Dubois a transformé Synchronuage Technologies, de son garage en un empire de 3,9 milliards d'euros en seulement 5 ans, et elle l'a fait sans un seul communiqué de presse, entretien ou apparition publique. Le verre de vin de ma mère tremblait dans sa main. Le visage de mon père était devenu pâle. La bouche de ma belle-sœur était ouverte, son téléphone figé à mi-chemin de la table. Et Antoine, mon frère, celui qui venait de me dire d'arrêter d'embarrasser la famille avec ma prétendue entreprise, avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'écran derrière moi affichait le logo de mon entreprise, puis ma photo de profil du site internet de Challenge que j'avais accepté à contre-cœur de fournir. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais tout voir reflété dans leur visage horrifié. L'entreprise a révolutionné la sécurité de l'infrastructure infonuagique, a expliqué la présentatrice, desservant plus de 2000 clients d'entreprise, y compris des sociétés du CAC 40. Les analystes de l'industrie estiment la valeur nette personnelle de Dubois à 1,6 milliard d'euros. J'ai bu une gorgée de mon verre d'eau. J'ai attendu. Ce dîner se préparait depuis 5 ans, et j'avais appris que le silence était souvent la réponse la plus puissante de toutes. La fille bouc émissaire grandir en tant que la plus jeune des 3 enfants de la famille Dubois signifiait vivre dans l'ombre des réalisations de mes frères et sœurs aînés. Antoine a obtenu son diplôme avec les meilleures notes de son école de commerce et a décroché un poste dans un cabinet de conseil prestigieux. Ma sœur, Sophie, est devenue une avocate d'entreprise prospère. C'étaient les enfants en or, ceux dont mes parents se vantaient lors des dîners au club de golf privé. J'étais l'exception, la majeure en informatique qui passait ses week-ends à coder au lieu de réseauter. La fille qui a choisi un appartement modeste plutôt que le condo de luxe que mes parents proposaient d'acheter, avec des conditions, bien sûr. La déception familiale qui semblait en fait aimer travailler avec la technologie plus qu'avec les gens. Léa a toujours été différente, disait ma mère, son ton faisant sonner, différente, comme un diagnostic. Pas ambitieuse comme Antoine, pas raffinée comme Sophie. Le dédain a commencé tôt. Quand j'ai obtenu mon premier emploi de programmeuse à 22 ans, Antoine a trouvé cela mignon. Quand je leur ai dit que je démarrais ma propre entreprise à 27 ans, travaillant depuis mon garage, la réaction a été pire que du dédain. C'était de la pitié. Une jeune pousse technologique, avait dit mon père, sa voix dégoulinant d'inquiétude. Léa, ma chérie, 90% des jeunes pousses échouent. Tu as un travail parfaitement bon. Pourquoi prendre ce risque? Parce que je crois en ce que je construis, avais-je dit simplement. Antoine avait ri. Croire ne paie pas les factures, Léa. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. Les 5 années suivantes ont été un flou de semaines de travail de 80 heures, de présentations échouées, de quasi-faillites et de moments décisifs. J'ai bâti Synchronuage Technologies avec 2 cofondateurs de Polytechnique, développant une technologie de chiffrement qui rendait le stockage infonuagique exponentiellement plus sécurisé. Nous résolvions un problème auquel chaque grande entreprise était confrontée, et nous le faisions mieux que quiconque sur le marché. Mais je n'ai jamais parlé à ma famille des victoires. Ni quand nous avons décroché notre premier client du CAC 40. Ni quand nous avons obtenu un financement de série A de 14 millions d'euros. Ni quand nous sommes passés à 50 employés, puis à 200, puis à 500. Ni quand Orange, SAP et Airbus sont tous devenus des clients. Ni quand notre évaluation a atteint 1 milliard d'euros et que je suis devenu une milliardaire sur papier à l'âge de 30 ans. Pourquoi ne leur ai-je pas dit? Au début, c'était de la superstition. Je ne voulais pas que ça porte malheur. Ensuite, c'est devenu une stratégie. Je voulais voir combien de temps ils allaient me sous-estimer, combien de temps ils continueraient de rejeter mon petit projet de garage,
pendant que je construisais un empire qu'il ne pouvait même pas imaginer. Les commentaires ont empiré avec le temps. Lors des dîners de famille, Antoine parlait de son dernier projet de conseil, gérant un engagement client de 9 millions d'euros, et tout le monde s'accrochait à chacune de ses paroles. Quand il demandait à contre-cœur des nouvelles de mon travail, et que je disais quelque chose de vague sur la sécurité infonuagique, la conversation mourait. Toujours en train de jouer avec les ordinateurs, demandait mon père, sa déception à peine masquée. Toujours en train de travailler depuis ton garage, ajoutait ma mère, comme si j'étais une adolescente perpétuelle. J'avais emménagé dans un siège social de 4500 mètres carrés 2 ans auparavant. J'avais 700 employés, mais je ne les ai jamais corrigés. J'ai juste souri et changé de sujet. Le point de rupture est arrivé il y a 3 mois à la fête d'anniversaire de Sophie. Antoine venait d'être promu associé principal dans son cabinet, et mes parents célébraient comme s'il avait remporté le prix Nobel. Quand quelqu'un a poliment posé des questions sur mon travail, Antoine a interrompu. Léa fait toujours son petit truc technologique, avait-il dit avec dédain. Une sorte de logiciel de sécurité. Je ne comprends pas vraiment. Des trucs assez de niche, mais bon, au moins elle fait quelque chose qu'elle aime, n'est-ce pas? La pièce s'était remplie de rires polis et de pitié. Ma mère m'avait même tapoté la main avec sympathie, comme si elle consolait un enfant qui avait fait de son mieux mais avait quand même perdu la course. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai autorisé mon équipe de relations publiques à répondre aux demandes d'entretien répétées de Challenge. J'ai accepté le portrait. Je savais exactement quelle semaine il serait diffusé, et je savais que ma famille serait au restaurant préféré d'Antoine cette nuit-là précisément parce que ma mère avait mentionné la réservation des semaines auparavant. Je ne me cachais plus. Je choisissais juste mon moment. Construire en silence pendant que ma famille me rejetait comme une amatrice, je construisais quelque chose d'extraordinaire. Synchronuage Technologies n'était pas juste une autre jeune pousse technologique. Nous révolutionnions toute une industrie. La technologie que nous avons développée utilisait un chiffrement résistant au quantum combiné à une détection des menaces basée sur l'intelligence artificielle. C'était une infrastructure de sécurité qui pouvait prédire et prévenir les violations avant qu'elles ne se produisent. Dans un monde où les violations de données coûtaient des millions aux entreprises, nous offrions quelque chose d'inestimable, la tranquillité d'esprit. Notre première percée majeure est arrivée la 2e année lorsque nous avons décroché un contrat avec une société de services financiers du CAC 40. Elle avait été violée 2 fois en 18 mois, perdant des données clients et des millions d'euros en amendes réglementaires. Nous avons mis en œuvre notre système, et leurs incidents de sécurité sont tombés à zéro. La nouvelle s'est répandue dans l'industrie comme une traînée de poudre. La 3e année, nous avions 50 clients d'entreprise et un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros. La 4e année, nous nous étions développés à l'international, et notre liste de clients se lisait comme un bottin mondain des sociétés mondiales, 3 des 5 grandes banques, 2 des plus grandes entreprises technologiques, des géants pharmaceutiques, des entrepreneurs de la défense et des agences gouvernementales. Les offres ont commencé à affluer. Orange voulait nous acquérir pour 740 millions d'euros. J'ai dit non. SAP a offert 1,1 milliard d'euros. J'ai dit non. Nous n'étions pas intéressés à être absorbés par une plus grande entreprise. Nous construisions quelque chose qui tiendrait par lui-même. Mes cofondateurs sont devenus ma vraie famille. La docteure Claire Leroy, ma directrice de la technologie, avait été renvoyée par son précédent employeur pour être trop ambitieuse. Paul Moreau, notre directeur financier, s'était fait dire qu'il ne dépasserait jamais la gestion intermédiaire. Ensemble, nous avons bâti quelque chose qui a prouvé que tous ceux qui doutaient de nous avaient tort. Pourquoi ne parles-tu pas à ta famille, m'a demandé Claire une fois après que nous ayons clôturé un tour de financement de série C de 185 millions d'euros. Parce qu'ils ne le croiraient pas, avais-je dit. Et les regarder me sous-estimer est devenu étonnamment utile. Cela me garde humble. Cela me rappelle pourquoi je fais cela. Pas pour leur approbation, mais parce que le travail compte. Mais ce n'était pas entièrement vrai. Une partie de moi attendait aussi le bon moment. Le moment où leur rejet deviendrait si complet, si public, que le revirement serait indéniable. Je vivais modestement selon les normes des milliardaires. Une belle maison de ville, pas un manoir. Une Tesla, pas une Ferrari. Je portais des jeans et des pulls à capuchon au travail. Je prenais des vols commerciaux, pas privés.
Les seules personnes qui connaissaient toute l'étendue de mon succès étaient mon conseil d'administration, mon équipe de direction et mes investisseurs, qui comprenaient certains des plus grands noms du capital risque. Ma stratégie était simple, rester invisible jusqu'à ce que le succès devienne impossible à ignorer. Laisser le travail parler de lui-même. Et quand la révélation arriverait, la laisser venir de la source la plus crédible possible. Pas de moi me vantant lors d'un dîner de famille, mais de Challenge, des échos et les publications d'affaires que ma famille respectait. Ce moment était enfin arrivé. Le dîner avait commencé avec la performance habituelle d'Antoine. Il avait passé 20 minutes à décrire son dernier projet de conseil, laissant tomber des noms de dirigeants et lançant des chiffres destinés à impressionner. Mes parents avaient écouté avec une attention soutenue, posant des questions qui provoquaient des réponses encore plus élaborées. Alors, la directrice générale m'a appelé personnellement pour me remercier, avait dit Antoine, agitant son vin à 200 €. Elle a dit que je leur avais fait économiser au moins 5 millions d'euros avec mes recommandations stratégiques. C'est merveilleux, chérie, s'était extasiée ma mère. Tellement impressionnant. Puis mon père avait fait l'erreur d'essayer de m'inclure dans la conversation. Et Léa, comment va ton travail d'ordinateur ? Avant que je ne puisse répondre, Antoine avait sauté sur l'occasion. Oh, Léa s'appelle toujours directrice générale de Synchronuage. Il l'avait dit avec un petit rire, comme si c'était une blague interne. Toujours en train de travailler sur ce truc de sécurité. En fait, ça va bien, avais-je dit calmement. Antoine avait fait un geste de la main avec dédain. Je suis sûr. Mais Léa, sérieusement, à un moment donné, tu dois arrêter de t'appeler directrice générale de ta prétendue entreprise. C'est embarrassant pour toute la famille. Mes collègues posent des questions sur toi, et je ne sais pas quoi dire. Ma sœur joue à l'entrepreneur en technologie. Cela se reflète mal sur nous tous. Ma mère avait hoché la tête avec sympathie. Chérie, Antoine a raison. Il est temps d'être réaliste. Tu as 32 ans maintenant. Il est peut-être temps de chercher un poste stable dans une entreprise établie. Sophie était intervenue, je pourrais t'aider avec ton curriculum vitae. J'ai des contacts en ressources humaines d'entreprise. J'avais pris une inspiration, vérifiant ma montre. 19h48. Le rapport d'affaires de Challenge était diffusé à 19h45. À tout moment maintenant. Je comprends, avais-je dit simplement. C'est là que la voix de la présentatrice avait traversé le bruit ambiant du restaurant. Silence stratégique. La préparation de ce moment avait en fait commencé 3 mois plus tôt lorsque Challenge m'avait contacté pour la première fois. Ils essayaient de m'interviewer depuis 2 ans, mais j'avais toujours refusé. Je n'avais pas besoin de publicité. Nos clients nous trouvaient par réputation et bouche-à-oreille dans le monde de la sécurité d'entreprise. Mais après la fête d'anniversaire de Sophie, après les commentaires dédaigneux d'Antoine, après des années à être traité comme l'échec familial, j'ai fait un choix différent. Faisons-le, ai-je dit à ma directrice des relations publiques, Amélie. Portrait complet, évaluation de l'entreprise, liste de clients, tout ce qu'ils veulent savoir. Amélie avait été ravie. Enfin. Sais-tu combien de fois ils ont demandé ? Ce sera énorme pour notre marque. J'ai une condition, avais-je dit. Je veux savoir exactement quand il sera diffusé, et j'ai besoin que ce soit pendant la semaine du 15 mars. Elle avait eu l'air confuse mais avait accepté. Challenge était heureux de s'adapter. Il poursuivait cette histoire depuis des années. Le processus d'entretien était exhaustif. Il voulait tout, l'histoire de l'origine, la technologie, les tours de financement, les acquisitions de clients, les quasi-échecs, les triomphes. Ils ont envoyé des photographes à notre siège social. Ils ont interviewé mes cofondateurs, mes investisseurs, même certains de nos clients qui ont accepté de témoigner. Tu as bâti quelque chose de remarquable, avait dit le journaliste lors de notre entretien final. Mais je dois demander, pourquoi maintenant ? Pourquoi accepter ce portrait après nous avoir refusé si longtemps ? J'avais souri. Parce que le travail peut parler de lui-même maintenant. Je n'ai besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Les résultats sont indéniables. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Toute la vérité était plus simple. J'étais fatigué d'être invisible. Fatigué de l'humilité stratégique.
fatigué de regarder ma famille célébrer la médiocrité tout en rejetant l'excellence qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître. Quand j'ai appris que le reportage serait diffusé le 16 mars à 19h45, j'ai fait quelque chose de calculé. J'ai mentionné à ma mère que j'adorerais me joindre à leur dîner familial mensuel. Elle avait semblé surprise, je trouvais habituellement des excuses pour sauter mécontente. Antoine a fait des réservations au Bellagio, avait-elle dit. Tu sais à quel point il aime cet endroit. Parfait. Le Bellagio avait des télévisions dans toute la salle à manger, toujours réglées sur les nouvelles financières. Antoine avait choisi l'endroit lui-même. Le moment était parfait. L'endroit était parfait. Tout ce que j'avais à faire était de me présenter et de laisser la vérité se révéler. La révélation, la télévision a continué, indifférente au drame familial qui se déroulait à la table 12. Dubois a démarré Synchronuage Technologies dans son garage avec 2 cofondateurs, a expliqué la présentatrice. La technologie de chiffrement propriétaire de l'entreprise a rapidement attiré l'attention des grandes sociétés préoccupées par la sécurité des données. L'écran montrait des images de notre siège social, un bâtiment de verre étincelant dans la technopole de Paris-Saclay, notre logo bien en évidence sur la façade. Puis des images de notre liste de clients ont défilé, Orange, SAP, BNP Paribas, Sanofi, Dassault Systèmes. Des noms qui faisaient ressembler le projet de conseil de 5 millions d'euros d'Antoine à de la monnaie de poche. Léa, la voix de ma mère était à peine un murmure. C'est toi. Je me suis tourné pour la regarder calmement. Oui. Mais tu as dit nous pensions, mon père n'a pas pu terminer la phrase. La dernière ronde de financement de l'entreprise a évalué Synchronuage à 3,9 milliards d'euros, a annoncé la télévision, faisant de Dubois l'une des plus jeunes femmes milliardaires autodidactes dans le secteur technologique. Le visage d'Antoine était passé de pâle à rouge. 4 milliards? Ça ne peut pas être réel. C'est réel, ai-je dit simplement, prenant une autre gorgée d'eau. Le reportage s'est poursuivi avec des images d'entretien de Claire, ma directrice de la technologie, debout devant nos salles de serveurs. Léa a une vision extraordinaire, a-t-elle dit à l'écran. Elle a vu l'avenir de la sécurité infonuagique avant tout le monde. Les entreprises nous font confiance avec leurs données les plus sensibles grâce à la technologie qu'elle a aidé à créer. Ensuite, des images de moi dans notre principale salle de conférence, portant le même style décontracté que d'habitude, jean et blazer. Nous n'essayons pas d'être les plus grands, disais-je à l'intervieweur. Nous essayons d'être les meilleurs. Chaque client que nous prenons, nous traitons sa sécurité comme si c'était la sécurité de notre propre famille qui était en jeu. Tu savais, a dit Antoine, sa voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Tout ce temps, tu étais assise ici, à nous écouter. Et tu savais. Oui. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, a demandé ma mère, des larmes se formant dans ses yeux. J'ai posé mon verre d'eau avec soin. C'était le moment que j'attendais, mais maintenant qu'il était là, je ne ressentais aucun triomphe, juste une profonde et lasse tristesse pour toutes les années que nous avions gaspillées. Parce que vous ne m'auriez pas cru, ai-je dit doucement. Si je vous avais dit il y a 3 ans que j'avais bâti une entreprise d'1 milliard d'euros, qu'auriez-vous dit? Silence. Vous auriez ri, ai-je poursuivi. Ou pire, vous m'auriez regardé avec cette même expression de pitié. Léa est délirante maintenant. Léa fait semblant à nouveau. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous faire me voir. J'ai bâti quelque chose de si indéniable que même vous ne pouviez pas le rejeter. Malgré avoir opéré avec pratiquement aucun profil public, a continué la télévision, Synchronuage est devenu la référence absolue en matière de sécurité d'entreprise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle restait hors des projecteurs, Dubois nous a dit « Je voulais que le travail parle de lui-même ». Sophie avait finalement trouvé sa voie. Nous n'en avions aucune idée. Tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé au début, ai-je dit. Vous souvenez-vous quand j'ai démarré l'entreprise pour la première fois? Papa m'a dit que 90% des jeunes pousses échouent. Maman a suggéré que je trouve un vrai travail. Antoine a appelé ça « mignon ». Antoine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. À chaque dîner de famille pendant 5 ans, vous avez posé des questions sur mon travail avec un ton qui disait que vous ne vouliez pas vraiment savoir. Vous avez appelé ça mon « petit truc technologique », mon « projet de garage », ma « prétendue entreprise ». Ce soir, Antoine, tu m'as littéralement dit que c'était embarrassant pour toute la famille que je m'appelle directrice générale.
Le segment à la télévision se terminait. Synchronuage Technologies emploie actuellement plus de 700 personnes et dessert plus de 2000 clients d'entreprises dans le monde entier. L'histoire à succès de Dubois est particulièrement remarquable parce qu'elle la bâtit sans fanfare, se concentrant entièrement sur le produit et ses clients. Elle est la preuve que dans la technologie, le meilleur marketing est souvent d'être tout simplement indéniablement excellent dans ce que l'on fait. Mon téléphone a vibré. Un message texte de Claire, regardant le segment, ça va? J'ai répondu rapidement, mieux que ça. On se parle demain. Léa, a dit mon père, sa voix lourde de quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui auparavant, du regret. Nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir si tu ne nous as jamais dit? Vous auriez pu demander, ai-je dit simplement. Vous auriez pu être curieux au lieu d'être dédaigneux. Vous auriez pu croire en moi de la même manière que je croyais en moi-même. Antoine fixait son assiette, sa confiance antérieure complètement dégonflée. Je ne voulais pas dire j'étais juste inquiet pour toi. L'étais-tu, ai-je demandé doucement. Ou étais-tu inquiet de la façon dont mes choix se reflétaient sur toi? Parce que ce soir, tu as dit que le fait que je m'appelle directrice générale était embarrassant pour toute la famille. Mais la vérité est, Antoine, je suis la directrice générale d'une entreprise qui vaut plus que toute entreprise que tu as jamais conseillée, et tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de vraiment regarder. Le silence à notre table était assourdissant. Autour de nous, d'autres convives avaient remarqué le drame qui se déroulait. Certains jetaient des coups d'œil furtifs à notre table, me reconnaissant probablement maintenant à cause du segment télévisé. Que faisons-nous maintenant? A demandé ma mère, sa voix faible. Je me suis levé, plaçant ma serviette sur la table. Maintenant, je vais partir. J'ai une réunion du conseil d'administration tôt demain. Nous discutons d'une expansion potentielle sur le marché européen. Attends, a dit Sophie, tendant la main. J'ai fait une pause, regardant ma famille. Les regardant vraiment. Ils semblaient plus petits d'une certaine manière, diminués par la révélation. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et c'était vrai. J'ai juste fini de faire semblant d'être moins que ce que je suis pour vous mettre à l'aise. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, cela doit être à des conditions qui respectent qui je suis réellement, et non qui vous pensiez que je devrais être. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai placé 3 billets de 100 € sur la table. C'est moi qui offre le dîner. Considérez-le comme un remerciement. Un remerciement? Antoine avait l'air confus. Pourquoi? J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Pas le masque poli que j'avais porté pendant des années. Pour m'avoir sous-estimé. Cela m'a gardé affamé. Cela m'a rappelé chaque jour pourquoi je construisais Synchronuage. Non pas pour votre approbation, mais parce que je croyais en quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Cette clarté a été inestimable. Tandis que je marchais vers la sortie, j'ai entendu ma mère m'appeler, mais je ne me suis pas retourné. Mon téléphone sonnait déjà, probablement des journalistes qui avaient vu le reportage de Challenge, ou des investisseurs voulant des réunions, ou des clients me contactant pour me féliciter pour le portrait. Je suis sorti dans l'air frais du soir, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les conséquences, le portrait de Challenge est devenu viral. En moins de 24 heures, mon LinkedIn avait 50 000 demandes de connexion. Mon courriel était inondé de demandes d'entretien, d'invitations à prendre la parole et de félicitations de personnes avec qui j'étais allé à l'université et à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie. Mais les messages les plus intéressants venaient de ma famille. Antoine a envoyé un message texte en premier, le matin après le dîner, « Léa, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Peut-on parler ?» Ensuite Sophie, j'ai réfléchi. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité. Ma mère a appelé 3 fois avant que je ne réponde. Ma chérie, ton père et moi, nous voulons arranger les choses. Nous n'avions aucune idée à quel point tu avais réussi. Nous sommes tellement fiers de toi. Ce mot, fier. C'était celui que j'avais attendu d'entendre pendant 5 ans. Mais maintenant que je l'entendais, il semblait vide. Il n'était pas fier de la femme qui avait travaillé 80 heures par semaine dans un garage. Ils étaient impressionnés par la milliardaire dans Challenge. Merci, lui ai-je dit. Mais j'ai besoin de temps. L'attention médiatique était intense mais gérable. Notre équipe de relations publiques s'y était préparée,
et j'ai donné exactement 3 entretiens, aux Échos, à Madine et à un balado sur les femmes dans la technologie. Chaque fois, j'ai souligné le même point, le succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort. Il s'agit de bâtir quelque chose qui compte. Mais en privé, je savais la vérité. Une partie de moi était en train de leur prouver qu'ils avaient tort. Et cette réalisation m'a fait comprendre quelque chose d'important, je devais laisser cela aller. La prochaine phase de ma vie ne pouvait pas être définie par le rejet, pas plus qu'elle ne devrait être définie par leur approbation tardive. 2 semaines après la diffusion du portrait de Challenge, Antoine s'est présenté à mon bureau sans prévenir. Mon assistante a appelé, incertaine. Votre frère est ici. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. J'ai pensé à le refuser, mais la curiosité l'a emporté. Envoyez-le monter. Quand il est entré dans mon bureau d'angle fenêtre du sol au plafond donnant sur la technopole de Paris-Saclay, récompenses et brevets sur les murs, il avait l'air diminué. Pas physiquement, mais dans sa manière de se tenir. C'est incroyable, a-t-il dit, regardant autour de lui. Léa. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par pourquoi tu es ici, ai-je dit, sans méchanceté. Il s'est assis en face de mon bureau, passant ses mains dans ses cheveux. J'ai pensé à ce dîner, à tout ce que j'ai dit, à tout ce que je disais depuis 5 ans. Et j'avais tort. Pas seulement à propos de ton entreprise, à propos de toi. J'ai passé tellement de temps à essayer de me sentir réussi par comparaison que j'ai complètement manqué ce que tu étais réellement en train de bâtir. Je suis désolé, Léa. Vraiment, sincèrement désolé. J'ai étudié le visage de mon frère, cherchant des signes de manque de sincérité. Mais tout ce que j'ai vu était un remords sincère et quelque chose d'autre, la reconnaissance. Il me voyait enfin. Merci, ai-je dit. Cela signifie quelque chose. 6 mois plus tard, la relation avec ma famille ne s'est pas guérie du jour au lendemain. Mais lentement, avec prudence, nous avons commencé à reconstruire sur une base de vérité plutôt que de suppositions. Mes parents sont venus visiter le siège social de Synchro-Nuages. Je leur ai fait la visite complète, les salles de serveurs, les laboratoires de recherche et développement, les espaces de travail collaboratifs où 700 employés construisaient l'avenir de la sécurité des données. Je leur ai présenté Claire et Paul, mes cofondateurs qui étaient devenus les frères et sœurs que mes vrais frères et sœurs n'avaient jamais vraiment réussi à être. J'aimerais que nous ayons vu cela plus tôt, a dit mon père doucement, debout dans notre principale salle de conférence où des transactions valant des centaines de millions d'euros avaient été négociées. Vous auriez pu, ai-je dit doucement. J'ai toujours été disposé à partager. Vous n'aviez qu'à demander au lieu de rejeter. Sophie a commencé à nous référer les clients d'entreprise de son cabinet d'avocats pour des audits de sécurité. Antoine, dans un geste étonnamment humble, a demandé si je serais prête à parler à son cabinet de la façon de bâtir des entreprises technologiques prospères. J'ai accepté, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais appris quelque chose de précieux sur ma propre capacité à pardonner. La plus grande leçon, cependant, est venue en observant comment l'histoire s'est répandue. J'ai reçu des centaines de messages de personnes qui se sentaient rejetées par leur famille, qui bâtissaient quelque chose dans l'ombre, à qui l'on avait dit qu'elle n'arriverait jamais à rien. Ton histoire m'a donné du courage, a écrit une femme. J'ai caché mon succès commercial à ma mère critique pendant 3 ans. Après avoir vu ton portrait de Challenge, je lui ai finalement dit la vérité. C'est là que j'ai réalisé que la vraie valeur de la publication n'était pas de prouver que ma famille avait tort. C'était de montrer aux autres que la validation des personnes qui vous ont rejeté est beaucoup moins importante que la validation de soi-même et du travail que l'on fait. Synchro-Nuages a continué de croître. Nous nous sommes étendus en Europe et en Asie. Notre liste de clients s'est élargie pour inclure des gouvernements et des sociétés internationales. L'entreprise qui a commencé dans mon garage a maintenant des bureaux dans 12 pays. Mais le succès qui comptait le plus n'était pas mesuré en milliards ou en contrats clients. Il était mesuré par l'équipe que nous avions bâtie, des gens qui croyaient en la mission, qui se respectaient, qui n'avaient jamais eu à cacher leur réalisation pour mettre les autres à l'aise. Lors de notre célébration annuelle de l'entreprise, Claire a levé son verre pour un toast. À Léa, qui nous a appris que la meilleure réponse au doute n'est pas la colère. C'est l'excellence. 700 personnes ont applaudi. Mes parents étaient là dans le public, comprenant finalement ce que j'avais bâti pendant qu'ils rejetaient. Antoine était là aussi, n'étant plus menacé par mon succès, mais sincèrement fier de sa petite sœur.
Plus tard cette nuit-là, alors que je me tenais sur le balcon de notre siège social, regardant la technopole de Paris-Saclay, mon téléphone a vibré. Un message texte de ma mère: « Je suis désolé que cela nous ait pris si longtemps pour te voir, mais je suis reconnaissante que nous le fassions enfin. » J'ai répondu: « Moi aussi. » Et je le pensais. Parce que le voyage de la fille rejetée à la directrice générale respectée m'avait appris quelque chose d'inestimable. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Vous avez juste besoin de croire en vous-même suffisamment pour bâtir quelque chose d'indéniable. La prétendue entreprise n'a jamais été prétendue. Elle attendait